il faut vraiment, si vous êtes des fanatiques de ça, donc je vous analyse, parce qu'il faut, vous avez passé par un moment de dépression. Alors, vous faites ça à fond, au début c'est quand même difficile, après vous le faites de plus en plus facilement, après vous faites des grilles un peu plus compliquées, et puis après vous arrivez au top. Et puis en gros au top, il faut savoir que même avant le top, votre cerveau fonctionne très peu. Alors vous faites soi-disant des exercices avec des chiffres pour faire activer votre cerveau, et votre cerveau, comme il a trouvé la stratégie, comment résoudre ces problèmes, il les résout de façon identique, et c'est pour ça que vous voyez quelque chose qui est vraiment fondamental, c'est la différence entre le jeu d'échecs par exemple et le sudoku. Le jeu d'échecs, même si c'est à très haut niveau, quand par exemple il y a un mat en 3 coups, eh bien vous redémarrez tout à zéro, il faut le trouver. Le sudoku, en fait, quand vous arrivez même à aux grilles les plus difficiles, eh ben, il y en a plein qui marchent exactement la même technique. Vous voyez, c'est comme par exemple pour les mots croisés. Alors les mots croisés, par contre, c'est très bien. Par contre, ça utilise beaucoup de culture, évidemment. Quand je dis par contre, c'est pas que c'est négatif, ça peut dire que ce n'est pas simplement dans un cadre. Le sudoku a eu énormément de succès parce qu'il n'y a pas de culture. Voilà. Bon. Mais en fait, le problème, c'est qu'il n'y a tellement pas de culture qu'il n'y a rien. Parce qu'en fait, c'est simplement de la mémoire instantanée, d'accord? Parce que vous pouvez reprendre vos billes, c'est-à-dire que vous pouvez laisser votre grille, vous la reprenez, vous avez quelques notes, c'est bon, ça redémarre, c'est tout. Certains jeux, si vous redémarrez, il faut tout redémarrer parce qu'en fait, vous ne savez plus comment on est arrivé à ce stade-là. Bon. Alors, les techniques, par exemple, il y a les vrais joueurs, les cruciverbistes, les vrais. Les vrais de vrais, c'est ceux qui n'ont pas d'obstacle. Je m'explique ce que je veux dire par obstacle. C'est-à-dire qu'ils voient horizontalement 1, gna gna gna, toc, gna gna gna, toc, gna gna gna, toc. Ça, c'est les vrais. Les faux, maintenant. Ils repèrent les petits mots. Oui, voilà. Alors, les tout petits mots, ils les repèrent vite, ils les remplissent dans la grille, et en fait, ils ne font plus la grille qu'il y avait au départ. Ils font la grille avec les lettres qui ont été aidées. Ça, c'est de la stratégie. Ce n'est plus le vrai pur. Le vrai pur, c'est je lis, je note, je lis, je note. Le super pur, c'est je fais ça sans regarder la grille. Parce que c'est toujours pareil. C'est comme les questions à choix multiples. Quand c'est ouvert ou c'est fermé, c'est pas la même chose. Quand vous avez des questions à choix multiples, les techniques qu'on vous apprend, c'est vous enlevez les réponses pourries, et puis vous réfléchissez sur celles qui valent le coup. Et les gens qui sont super forts, ils ne les regardent même pas. Ils trouvent tout de suite une réponse, et puis après ils regardent si c'était dans les 5. Ça, c'est extrêmement dangereux, parce que, oui, je vois, il y en a qui sourient, évidemment, c'est extrêmement dangereux, mais en fait, c'est extrêmement révélateur. C'est ça les vrais qui sont forts. Un autre truc pour voir les forts, par exemple pour les choix multiples, eh bien c'est très simple, il faut prendre des points négatifs avec une super pondération. C'est-à-dire que vous prenez plus 1 quand vous avez juste et moins 3 quand vous avez faux. C'est très bien aussi pour les étudiants. Voilà, d'un seul coup, vous avez moins de choses à corriger. Mais oui, parce qu'ils ne sont pas bêtes. Ils se disent, si je réponds à tous les trucs, je vais finir par avoir une note négative. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on se rend compte, c'est que quand on fait des questions à choix multiples, où il n'y a pas de point négatif, c'est très simple, ils remplissent partout. Quand je dis ils, vous vous rappelez la technique, on parle que des enfants, mais bon, ça parle de moi. Non, ils remplissent partout parce qu'ils se disent, de toute façon, il y en a certains qui seront un peu au pif. Et puis ça marchera. Mais si vous leur mettez par exemple -2, -3, et c'est pour ça qu'après, il faut vous rendre compte que si vous voulez vraiment faire travailler votre cerveau, il faut faire les tests de type NASA. Donc la NASA, c'est simple, c'est vie ou mort. D'accord? C'est ça, voilà. Donc vous prenez par exemple une feuille, vous avez 20 questions. Vous répondez de façon classique, vous avez 18 sur 20, donc vous êtes coupé 2 fois. Maintenant vous les remettez dans l'ordre, difficulté, simple au plus compliqué. Et la test NASA, c'est dès que c'est faux, vous arrêtez, c'est votre note. La valeur précédente. Donc vous pouvez avoir 18 sur 20 et avoir 5. Mais votre vraie valeur quand vous serez astronaute, c'est 5. Parce qu'après, vous serez mort. Donc on s'en fout après si vous résolvez des problèmes quand vous êtes mort. Vous voyez? Bon, ça c'est d'autres domaines. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut apprendre à ce qui est irréversible. Notre cerveau, il travaille beaucoup, notre intelligence travaille beaucoup sur un point. C'est comment faire des essais réversibles sans tomber dans l'irréversible. Vous voyez? Donc, exemple concret. Vous ne voulez pas que votre enfant brûle sa main. Exemple bateau, de base, donc le plouc.
il dit ne mets pas ta main là, tu vas te brûler. Le plouc d'en face, comme on lui a dit ça, il va le faire. C'est comme s'il y avait écrit fais-le. D'accord? Bon, alors parce qu'il veut tester, parce que ce qu'oublie le grand plouc par rapport au petit plouc, c'est que le petit plouc, il est aussi curieux que le grand plouc. Donc tant qu'il n'a pas testé, il ne sait pas. Alors en fait, la technique habituelle, c'est quoi? C'est qu'on prend la main du petit plouc, on l'approche à l'envers. Pas de ce côté, de ce côté. On l'approche à l'envers, et au bout d'un moment, c'est le petit plouc qui dit non, ça brûle. Mais là, il a essayé. Mais il a essayé de façon réversible. Alors qu'en fait, si vous le laissez tout seul, il va essayer de façon irréversible. Donc par exemple, si je vous dis, voilà, comment ça fait de couper un doigt? Vous imaginez? Eh bien, si vous entaillez pas le doigt, c'est difficile de voir ce que ça va faire. Mais le problème, c'est que si vous le coupez pour de vrai, après vous dites, ben voilà, tu l'as coupé. Et comment je recolle? Ben, on ne recolle pas. Alors, donc l'aspect irréversible, ça va être très bien. Donc je vous conseille aussi d'apprendre au départ le jeu X, H-E-X. Donc c'est très très simple, ça a été inventé par Nash, John Nash, qui a eu quand même un prix Nobel en économie et le prix Abel en mathématiques. Alors c'est très simple, ça se joue sur un hexagone. Il y a deux joueurs, un hexagone en fait à 6 côtés. Et vous avez on va appeler ça des pierres, noires et blanches. Et votre but, c'est à partir du moment où vous avez choisi un côté, c'est d'aller en face, en ayant un chemin qui soit connecté. Vous allez me dire, est-ce que ça c'est intéressant? Oui, c'est intéressant parce que vous allez d'un seul coup travailler sur du local et du global en même temps. Et je m'explique. Par exemple, au bridge, si vous faites plusieurs parties, vous n'avez pas besoin de vous rappeler des précédentes. La mémoire serait sur une partie, sauf si vous êtes vraiment au niveau championnat et vous savez comment l'autre a tendance à jouer, à avoir un style. Ça, c'est un autre niveau. Mais en fait, vous n'avez pas besoin des autres données. Voilà. Donc là, il faut vous rendre compte que c'est qu'on a une mémoire locale. Par exemple, justement, quand vous allez... Non, il ne faut pas la ranger, je vais donner d'autres sujets, vous allez voir. Donc, X, c'est simplement une préparation pour le jeu de Go. Hein. Donc après, il faut vous mettre rapidement au jeu de Go. Voilà. Alors pourquoi le jeu de Go après X? Alors, X va vous apprendre la connectivité, comme le cerveau, comment ça se connecte. Donc, c'est pas important d'être près, c'est important d'être ensemble. On peut être loin tout en étant ensemble. Alors que quand on est près, on peut être ennemis. Et en fait, au niveau du jeu de Go, on va avoir des techniques. Alors, ça se joue sur un Goban 19 par 19 et on joue sur les intersections. D'accord? Donc, vous avez des pierres noires et blanches. C'est les noirs qui commencent. Vous trouverez des références. Il y a pas mal de tutoriels même sur internet, c'est très facile à faire. Les règles sont très très simples, c'est tellement simple que on se dit mais comment ça se fait que l'humanité joue depuis des milliers d'années à ce jeu? Parce qu'en fait il faut simplement prendre des territoires. Donc il faut encadrer, encercler, et puis si on encercle les pierres de l'autre, elles sont prisonniers, donc on les prend. Mais le problème c'est que on va se rendre compte qu'il y a des problèmes d'ouverture, des problèmes de milieu de partie, des milieux de fin de partie. Il va y avoir des techniques qui vont mélanger le point local avec le point global. Alors vous allez me dire, est-ce que ça c'est intéressant pour nous? Oui, c'est intéressant parce que c'est l'histoire de votre vie. C'est-à-dire qu'en fait, si vous reprenez votre vie, maintenant vous faites de l'analyse rétrograde, et vous essayez de repérer quels ont été les grands changements. Eh bien, les grands changements, quand vous les avez vécus, vous avez eu l'impression que c'était des changements locaux. Mais en fait, ils ont eu des répercussions globales. Et simplement, vous ne les avez pas jugés comme tels à l'époque. C'est a posteriori que vous avez compris que ça, c'était vraiment important d'avoir, par exemple, tel prof, d'être inscrit dans telle université, d'avoir tel poste, etc. Alors qu'en fait, on pourrait avoir le poste d'à côté, ça n'aura rien fait. Eh bien, là, on va se rendre compte, au niveau de ces jeux, que ces répercussions, c'est-à-dire que des problèmes d'ordre tactique, peuvent avoir des répercussions stratégiques quand on est dans un cadre stratégique. N'oubliez pas que vous jouez un jeu. C'est votre vie et vous jouez qu'une fois. Et en fait, vous découvrez les règles au fur et à mesure que vous jouez. J'essaie maintenant de vous dire, par exemple, si vous prenez un jeu quelconque, d'accord, même pour votre bridge, etc., et vous essayez maintenant d'imaginer que vous ne connaissez pas les règles. Pas du tout, d'accord?
Simplement, on vous dit, voilà, tu te mets là, toi là, là, moi je joue, toi tu joues, etc. Et puis on fait. Vous allez vous rendre compte que certains coups vont être très mauvais. Mais en fait, vous le saurez que quand on va comptabiliser. Sauf si les autres font. Hein, évidemment, là vous avez un indice, d'accord? C'est comme les petits, quand on fait le jeu d'échecs, ils jouent et puis je leur dis, vous ne faites rien, même si vous êtes planté, vous faites comme Rubinstein quand il joue au piano, il continue à jouer magnifiquement au piano, personne ne se rend compte qu'il a mis un pain. D'accord? Mais si vous faites comme ça, hein, ou si vous commencez à faire le signe de croix pour que l'autre ne voit pas l'erreur que vous venez de faire, ben, il va finir par trouver quelque chose. Bon. Eh bien, la difficulté, c'est quoi? C'est qu'en fait, on a du mal à faire une projection pour revenir en arrière. D'accord? Donc, pour faire de l'analyse rétrograde. Alors, je vous rappelle, il y a un très bon livre, facile d'accès, qui n'est pas vraiment du jeu d'échecs. C'est en fait, c'est Sherlock Holmes qui joue au jeu d'échecs. Donc il y a des exercices, et c'est des exercices d'analyse rétrograde. À savoir, vous avez des parties qui sont faites, vous les voyez, et vous devez savoir ce qui s'est passé avant. Ça, c'est super bon pour le cerveau. Parce qu'on adore faire ça. En fait, c'est de l'étymologie du jeu d'échecs. Vous voyez? Et d'un seul coup, quand on retrouve ça, on arrive à rejouer à l'envers. Quand on est un peu plus évolué, c'est-à-dire qu'on commence à apprendre ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez donc vous avez Raymond Smullyan qui a écrit ce magnifique livre, qui fait d'ailleurs des problèmes de logique. Et en fait, vous avez une situation où on vous dit, voilà, ça va jouer ça. Et après, on vous dit, il y a eu rock ou il n'y a pas eu rock? Et il faut revenir en arrière pour savoir s'il y a eu rock pour pouvoir faire le coup. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans beaucoup de jeux. Vous voyez? On n'a pas ce retour en arrière. Alors, ce qui est très important, c'est que si vous voulez par exemple jouer en ayant un peu de hasard, mais que ce soit quand même de la stratégie, par exemple un jeu comme Stratego est très bon. Vous voyez? Parce qu'en fait, il y a une disposition qui est cachée, mais ensuite, c'est un aspect logique. Mais qu'est-ce qui va se passer dans Stratego? C'est que tous vos choix, initialement, vont être la conséquence de tout le jeu. Donc après, votre stratégie, ça va être avant le jeu. Parce qu'après, une fois qu'il a démarré, vous ne pouvez plus bouger. Donc le positionnement maintenant, les jeux de dames aussi. Donc tout à l'heure on a parlé du... Alors le jeu de go est fixe, c'est-à-dire que quand vous mettez les pierres, elles ne bougent plus. Les dames, elles bougent. D'accord? Donc ça c'est deux points de vue complètement différents pour le cerveau. Par exemple, nous on a une tendance, comme on est dans le monde occidental, à penser que les pièces, ça bouge. Et comme ça bouge, ça change le terrain. Dans le monde extrême oriental, les pièces ne bougent pas. Mais le fait qu'elles ne bougent pas, alors qu'on en place d'autres, la dynamique bouge. Ce qui fait qu'en fait, on va avoir des approches au niveau cérébral complètement différentes. Par exemple, on est ici, vous êtes ici, c'est les mêmes personnes qui sont assises. Maintenant, d'un seul coup, Georges a invité d'autres personnes, elle arrive, s'assoit. Est-ce que ça change? Vous voyez, comme j'ai dit la chose précédemment, vous dites que vous allez... Alors qu'en fait, vous n'allez pas bouger. Eh bien, il faut bien vous rendre compte que des fois, même si le monde ne bouge pas, il est capable de changer. Ça nous surprend. Hein, ça nous surprend. Parce qu'en fait, c'est le problème des placements. Les nouveaux placements, quand ils se placent, ils influencent les anciens. Les anciens influencent les nouveaux, et on a un phénomène qui est ce qu'on appelle le raisonnement non uniforme qui va se mettre en place. Alors le raisonnement non uniforme est basé sur une idée très simple. C'est quand vous réfléchissez à quelque chose, dans un passé proche, bah, vous considérez que vous allez influencer le futur proche. Mais vous avez énormément de mal à conceptualiser des idées qui proviennent du passé lointain et qui influencent le futur proche. C'est ça le raisonnement non uniforme. L'uniforme, en fait, c'est la souplesse évidente. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la courbe. Je continue ma courbe et je continue comme ça, vous voyez? Bon, si je fais comme ça et d'un seul coup je fais ça, ça va vous surprendre. Bon. Eh bien ça, là, au niveau mathématique, ça veut dire, par exemple, qu'elle n'est pas dérivable à cet endroit-là. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui est différent. Donc un test qu'on fait pour les tout petits. Donc on leur met un écran, hein, et on fait la tête comme ça, on fait la tête, et on passe derrière l'écran et on ressort. Bon. Alors, donc si on ne ressort pas, le petit fait... C'est avant qu'il parle, hein, c'est des tests de Piaget, ça. Bon. En fait, il est surpris par l'absence de continuité.
Il se dit, mais puisqu'elle est rentrée cette tête, il faut bien qu'elle ressorte. Et quand ils sont plus petits, ils s'en foutent. Parce qu'ils ne savent pas la notion de continuité. Alors la notion de continuité va être fondamentale, justement, dans toute l'histoire de votre vie. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe? Je vous donne un exemple au niveau stratégique, au niveau de vos lectures. Vous avez lu combien de livres dans l'ensemble de votre vie? Non, non, je vais la faire plus gentille. Bon, imaginez que vous ayez un nombre de livres à lire, autant que vous voulez. Hein, bon. Mais enfin, c'est un nombre fini quand même. Bon. Alors, il y a une stratégie, la stratégie habituelle, c'est de ne pas en avoir. Donc, je vous lisez n'importe quoi. Ça vous arrive. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle de l'improvisation. Et puis ensuite, la stratégie plus conceptuelle, c'est celle qui vous dit, chaque fois que tu en lis un, c'est -1. Oui. Bon, par exemple, bon, comme il y a aussi Daniel, je vais mettre 10 000, comme ça on sera... On va mettre 10 000 livres, d'accord? Bon. Si je vous mets 10 000 livres, et je vous dis, voilà, vous avez lu un livre, maintenant, -1. Ben, vous allez vous rendre compte que vers la fin, vous allez super aller choisir les livres. Et ce qui est bête, pourquoi? Parce que vous auriez pu le faire dès le début. Et ensuite, vous auriez pu vous rendre compte que si vous saviez depuis le début, eh bien, il y a certains livres qu'il faut lire avant les autres, et pas les autres n'importe dans quel sens. En fait, parce qu'il y a des livres qui sont des ouvertures sur d'autres livres. Parce que, par exemple, ils ont des références. Donc, si vous lisez un livre comme ça, vous dites, moi, je prends des livres au pif. Vous êtes dans une bibliothèque, hein, colossale, 10 millions de livres, vous en prenez un au pif. Ben, le plus vraisemblable, c'est que vous ayez pris le mauvais. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va avoir des références par rapport à d'autres livres, mais vous ne les aurez pas lus. Et donc, vous allez vous retrouver avec un lecteur qui est synchronique et pas diachronique. Et en fait, c'est l'absence, justement, d'intelligence cristallisée. Vous allez être simplement en intelligence fluide. Donc, vous lisez le livre pour la première fois comme si c'était un exercice. Et en fait, par exemple, des livres mauvais dans ce critère, ben, c'est Umberto Eco. Si vous prenez un gamin, et ses premiers livres sérieux, vous lui dites, bah, tiens, lis un livre d'Umberto. Hein? Par exemple, le pendule de Foucault, un truc simple, quoi. Bon. Vous dites, c'est comme ça les livres, ils sont tous comme ça? Après, vous allez dire, mais non, il y en a quand même qui sont faisables, quoi. Bon. C'est-à-dire que quand vous avez un auteur qui vous met des en-têtes de chapitres qui sont dans des langues que vous ne comprenez pas, c'est qu'il vous dit tout de suite, ici, attention, océan. Donc on ne sait pas d'avaler toute l'eau, on essaie simplement de flotter, ça ira bien déjà. Non. Alors qu'il y a d'autres livres, c'est pour ça ce qu'on appelle les livres à succès. Simplement, des fois, les livres à succès, ils ne comprennent pas, les gens, en fait, ils sont à succès parce qu'ils ont pensé qu'il n'y avait rien derrière. Par exemple, L'étranger de Camus. Qui n'a pas lu L'étranger de Camus? Même parmi les étrangers. Surtout parmi les étrangers, ils commencent tous par L'étranger de Camus. Donc, si Camus était si simple, il n'aurait pas eu le prix Nobel. Ben, si on lit vraiment L'étranger, dedans il y a plein de choses sur Camus, alors qu'évidemment si on ne connaît rien sur Camus, ça semble assez bateau, assez plat. Mais en réalité, simplement, c'est que l'écriture est simple, mais ça ne veut pas dire que la pensée est simple. Il y a des gens qui sont conceptuellement plus simples et d'autres pas. Par exemple, le jeu d'échecs et le jeu de dames, les jeux de dames, c'est très simple, hein, c'est toutes les règles, c'est les mêmes. C'est toutes les dames, sauf quand vous faites une dame. Au jeu d'échecs, tout est différent. Alors moi, je vous conseille vivement, par exemple, d'essayer de retrouver comment on joue au jeu d'échecs au Moyen-Âge. Donc nous, on a refait des choses comme ça. Alors les jeux d'échecs au Moyen-Âge, c'était sur un échiquier 8 par 10, et pas 8 par 8. Il y avait d'autres pièces. C'est intéressant de voir comment elles bougeaient, ces pièces. Il y avait des pièces qui vont vous faire réfléchir, parce que vous allez dire, tiens, c'est drôle quand même que c'est évolué comme ça, et qu'elles ont disparu. Par exemple, la notion de fou, hein, le fou en français, en réalité, le fou du Moyen-Âge ne jouait pas comme ça. Il jouait en diagonale sur 2 cases, mais il devait sauter. Et il ne pouvait pas aller plus loin. La dame, hein, la reine, c'est formidable au jeu d'échecs contemporain, parce que c'est l'équivalent du tour et d'un fou en même temps. Donc c'est colossal. Et bien avant, la dame, elle pouvait faire une case en diagonale. Et quand elle a été inventée, la nouvelle dame que vous connaissez, les échiquiers, les joueurs d'échecs disaient la dame folle. Elle bougeait de partout, on n'arrivait plus à la contrôler. Bon. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, en fait, l'histoire dans un domaine peut vous influencer
Donc par exemple, nous on a créé un échiquier diachronique. Donc, vous avez un échiquier normal, un échiquier du Moyen-Âge et un échiquier normal. Et ça se joue à 6 personnes. Et en fait, on peut interférer. Chacun joue avec les règles de cette époque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on change par exemple l'échiquier, si on change la structure du jeu, vous ne l'avez pas dans les jeux de cartes. Donc, par exemple, on peut l'avoir dans une structure, tout ce qui est un jeu de table, hein, où il y a vraiment une table. Par exemple, le jeu d'échecs, le Go. Alors le Go est encore plus évolué, pourquoi? Parce qu'il a différents niveaux. Il va aller jusqu'à 19, mais en fait on peut faire des parties de Go avec des échecs, enfin des Goban plus petits. C'est pour apprendre au début. Et en fait, ils ont une notion très intéressante, c'est la notion de handicap. Vous avez votre Goban, vous avez 9 Oshi. Et vous avez le droit de mettre des pierres. Par exemple, je joue avec monsieur. Bon, monsieur est très fort, c'est un grand maître dans le Go. Donc je lui dis, bon, vous allez me donner des pierres. Alors il est très sympa, d'ailleurs il pense que je suis complètement plouc, il me donne 9 pierres. Donc, en général quand il vous donne 9 pierres, c'est que vraiment il pense que vous ne savez pas jouer. Bon, alors, et en fait ces pierres, c'est-à-dire que je place d'abord moi les 9 pierres, et lui il va jouer, malgré ça, il va quand même me battre. Donc j'ai placé les pierres. Mais ça, quel est l'avantage? C'est qu'on peut avoir un joueur plus faible avec un joueur plus fort, et avec la notion d'handicap, ils arrivent quand même à jouer une partie intéressante. Alors que par exemple, au jeu d'échecs, c'est sans intérêt. Hein. Si vous jouez contre un grand maître, c'est pas la peine, vous jouez contre un mur, quoi. Sauf si vous êtes grand maître. Ça aide. Ça veut dire que on va avoir des problèmes aussi qui vont être intéressants de collaboration. Je vous conseille vivement, par exemple, le jeu d'échecs Forteresse. Forteresse, elle joue à 4. Chacun a une forteresse. Ça a énormément, ça a été joué pendant au moins 3 siècles, en particulier en Russie, mais aussi en Europe. Et ça se joue donc 2-2. Donc pour les joueurs de bridge, c'est assez bien parce que il y a ce 2-2. On joue ensemble. On a 2 contre 2. Alors pour le jeu d'échecs, on n'a jamais. Et en fait, l'idée, c'est qu'il faut mater les deux en même temps. Pas en même temps, mais les mater tous les deux. Et en fait, vous allez avoir des problèmes de collaboration qui sont très importants, mais collaboration active et pas passive. Donc c'est au coup au bridge quand vous jouez vraiment les deux, pas quand c'est l'autre qui donne. Quel est l'intérêt de voir ce genre de structure? C'est que votre cerveau, à chaque fois, il va mémoriser de nouvelles règles. Il va activer des nouveaux réseaux de neurones. Il va faire de la recherche synaptique. Il va être obligé. Vous voyez, parce qu'en fait, il est hors bibliothèque. Donc d'un seul coup, on lui dit, tu fais quoi? Il dit, mais je ne connais même pas les règles. Ben, apprends-les. Et dès qu'il commence à apprendre les règles, le cerveau, d'une certaine manière, se rajeunit. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est hors bibliothèque. Il ne se dit pas, oui, bon, ça fait des milliers d'années que les gens jouent ça, ou c'est dans le livre qu'il faut savoir. C'est un nouveau jeu. Et ce qui est vraiment fondamental, c'est de vous rendre compte que, mais justement, c'est ce que font les petits. Les petits, quand vous leur présentez pour la première fois de leur vie le Go, le jeu de dames ou le jeu d'échecs, ils ne se disent pas, bon, bah, ça fait des décennies, ça fait des siècles que ça joue, comment moi je vais devenir bon? Ils s'en foutent, ils veulent jouer, simplement ils veulent gagner. Vous voyez, c'est complètement local. Mais en réalité, au bout d'un moment, ils vont rentrer dans une certaine philosophie. Au niveau de vos neurones, vous avez énormément de neurones et vous en avez énormément qui ne servent à rien. Parce qu'en fait, vous ne les activez jamais. Donc c'est à peu près comme les gens qui ont acheté un iPhone, parce que bon, c'était bien de faire un iPhone. Donc ils ont dedans, ils ont 100 000 applications, et ils en utilisent 5. Et tu dis quand même, ça fait de la peine. Hein, parce que c'est quand même le même prix. C'est pas en fonction du nombre d'applications que vous utilisez. Alors qu'en fait, ça serait plus intéressant de le demander comme ça. Simplement, quand vous voulez montrer que vous avez un iPhone, il faut bien le montrer. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, il faut vous rappeler que les gens qui l'ont inventé, ils l'ont inventé pour faire un ordinateur, et par ailleurs, à la fin, ils ont pensé à mettre un téléphone. Mais le type qui utilise vraiment comme téléphone, c'est qu'il n'a rien compris. Bon, c'est pareil. Si vous utilisez votre ordinateur comme machine à écrire, ben c'est en gros ce que vous faites avec votre cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément de capacités que vous avez cérébrales que vous n'exploitez pas parce que vous ne savez même pas qu'elles existent. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne vous a jamais mis dans une situation difficile, nouvelle. Alors, une situation difficile, nouvelle, justement, les jeux globalement de stratégie vous permettent très rapidement de visualiser ce que c'est une situation difficile, nouvelle, et vous dites, mais c'est drôle, je ne sais vraiment rien là-dessus. Vous le regardez, votre truc, là, vous dites, mais qu'est-ce que c'est? C'est assez intéressant, justement, il faut vous rendre compte que la partie
qui vous perturbe le plus, c'est-à-dire que vous le regardez, vous dites, qu'est-ce que c'est? C'est là que le cerveau travaille le plus. Parce que lui-même, il dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est la première fois que je vois ça. Hein? Bon. Quand on a construit par exemple un échiquier serre, alors un échiquier serre c'est 9 par 9 avec un trou au milieu. 3 par 3. D'accord? Donc ça se joue en fait avec 9 pions, avec 2 dames et le reste c'est tout normal. Bon. Eh bien, on se rend compte rapidement que le fait qu'il y ait un trou, ça change les choses. Vous allez me dire, mais quand même, tout le monde le savait, mais bon, c'est pas aussi visuel. Par exemple, les éléments de surface sur lesquels on a travaillé pour l'instant, hein, le go, le jeu de dames, le jeu d'échecs, c'est des éléments plans, complets. Vous vous êtes posé la question de ce qui se passe s'il y a des trous? Juste s'il y a des trous. Mais vous allez vous rendre compte, par exemple, que certaines pièces ne jouent plus de la même façon. Par exemple, un fou, s'il y a un trou au milieu, ben, la grande diagonale n'existe plus. Donc il est obligé de se taper un chemin comme ça. Alors il va faire des positions de type crabe. Et là on va se dire, tiens, mais c'est bizarre, parce que le crabe il marche comme ça. Pourquoi il marche comme ça, il ne marche pas autrement? Mais parce que plus ses articulations, il ne pouvait pas faire autrement. Alors, qu'est-ce qu'on va se rendre compte? On va se rendre compte que si on analyse vraiment dans un nouveau cadre, je donne un exemple concret, nous on l'utilise aussi pour les enfants qui ont des handicaps, des vrais handicaps. Vous êtes par exemple tétraplégique, vous voulez boire de l'eau. Vous voyez là, je vous ai posé un problème. Alors, il y en a certains parmi vous qui vont se dire, ça ne me concerne pas, je ne suis pas tétraplégique. Il y en a qui vont dire, ils n'ont fait plus que ça que moi j'y pense à ça. Et en réalité, quand vous allez avoir un enfant devant vous, hein, dans une association, et vous allez le voir, et puis il va résoudre ce problème, vous savez pourquoi? Parce que c'est sa vie. C'est sa vie. C'est aussi simple que ça. Parce que pour vous, en fait, c'est un exercice mental, et pour lui, c'est sa vie. Donc l'exercice mental, comme c'est sa vie, ben, il le résout. Parce que lui, il a besoin de boire à un moment. Il ne pourra pas dire simplement, je vais jamais boire. Alors, il faut vous rendre compte que là, d'un seul coup, on va utiliser les articulations. Et on va se rendre compte, par exemple, que ces articulations-là, celles-là, 1, 2 et 3, c'est pas les mêmes. Alors que d'habitude, ben, on ne s'en rend pas compte. Alors par exemple, la chose très simple, vous pouvez faire le test. Hein. Si vous faites, vous imaginez que vous ne sentez pas vos doigts. Pas du tout. D'accord? Que vous le voyez ou pas, vos doigts montent vers le haut. Ça, c'est pas votre faute. Hein. Bon. Donc ce qui fait que quand je tourne, là maintenant je suis obligé de contrôler parce que là, j'ai une chute. Vous voyez? Ça se voit très bien pour les marionnettes. On utilise ce genre de technique. Maintenant donc, je veux lever mon bras. Vous voyez, nous, quand on est normal, c'est-à-dire en fait handicapé du cerveau, et on n'arrive pas à se projeter sur des gens qui ont des difficultés, eh bien, je vous dis par exemple, je veux le lever. Oui, moi je vous vois quand même, vous êtes un peu difficile là. Non? 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 En fait, pour le lever, il faut le tourner. Non, non, mais tu dis oui, mais tu fais pas ça. En fait, il faut... Non, 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 non. C'est faux ce que vous faites. Oui, la dame est mieux. Voilà. En fait, il faut faire une rotation au niveau de l'épaule. Et après, vous pouvez le lever. Parce que quand vous faites une rotation, cette articulation-là, au niveau du coude, elle n'est pas libre. Elle va que dans un sens. Elle ne va pas dans l'autre sens. Ce qui fait que quand vous la retournez, ben maintenant, je peux lever tout mon bras juste par mon épaule. Et c'est exactement comme ça que font les tétraplégiques. Donc finalement, vous allez vous rendre compte qu'ils vont faire des mouvements qui sont complètement coordonnés quand on leur a appris comment il faut faire. Par exemple, ils ont le verre d'eau, là devant, et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font ce mouvement-là. 1, 2, 3, fermeture, ouverture. Et après, vous allez vous rendre compte que c'est vrai que c'est normal. Par exemple, vous vous rendez compte à quel point on est idiot. Nous, quand on prend un verre qui est là, on le prend, on le lève. Il faut être bête quand même. Pourquoi? Parce qu'en fait, il suffirait de tirer plus près et de le lever. Pourquoi? Parce que ce verre-là qui est là et ce verre qui est là, celui-là, il fait 5 fois le poids de l'autre. Simplement, comme ça marche, c'est pas très lourd, on s'en fout. Le problème, c'est que si, quand d'un seul coup, on vous dit, bah, tu peux pas le tenir. Là, d'un seul coup, vous avez une absence. Là. Vous vous dites, mais comment on fait alors? Bien là, vous allez vous rendre compte, par exemple, que si vous mettez vos mains comme ça,
vous agissez uniquement avec ça, et comme vous n'avez pas de degré de liberté comme ça, parce qu'ils sont bloqués, bien vous avez le verre qui se lève et vous buvez normalement. Alors qu'en fait, ça, si on vous le dit dès le départ, on vous dit, mais qu'est-ce que c'est comme façon étrange? En réalité, souvenez-vous ce que je vous ai dit depuis le début. Vous avez votre cerveau, il est dans une autre voiture, on lui a changé de voiture. Cette voiture, elle n'a pas toutes les capacités. Bon, alors il s'adapte, et il fait une autre méthode. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous pensez à votre âge que votre objectif, c'est simplement de garder la forme de votre cerveau, vous êtes dans l'erreur. Votre objectif, c'est de trouver des nouvelles zones qui vont s'activer alors que vous n'avez jamais utilisé, par exemple, parce que vous avez fait trop longtemps le même boulot. Et comme vous avez fait trop longtemps le même boulot, en gros, vous jouez le même jeu. Donc dès qu'en fait, on va vous mettre plusieurs jeux, c'est pour ça que c'est pareil pour la nourriture. Hein. Je pense que vous surveillez tous votre alimentation, mais il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que c'est très bien de la diversifier. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous goûtez quelque chose de nouveau, votre cerveau y apprend. Donc vous faites un test, vous le ferez chez vous, hein, pour ne pas vous énerver ici. Combien de légumes différents vous avez goûté déjà? Vous ne répondez pas, hein, vous réfléchissez. Bon. Et moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est essayer de le doubler, ce numéro. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça va faire, ça? Eh bien, rien que le fait de le doubler, ce numéro, ça va vous faire activer votre cerveau de façon colossale. Colossale. D'abord, vous allez apprendre une nouvelle... Alors, ce que j'ai dit pour les légumes, ça peut être pour les fruits, hein, ne vous inquiétez pas. Bon. Mais ce qu'il faut vous rendre compte, par exemple, est-ce que les fleurs sont comestibles? Certaines. Certaines. Combien? 200. Bon, vous vérifierez. D'accord? Bon, ce que j'essaie de vous dire, si 200 fleurs sont comestibles, maintenant je pourrais vous poser la question. Vous en avez mangé combien de différents? Là, évidemment, ça tabasse, hein, parce que là, une main, ça suffit, quoi. Hein, voilà. Vous allez me dire, mais alors, en gros, vous en avez 195 qui sont totalement inconnus. Donc, si en plus vous êtes des femmes, vous aimez bien les fleurs, donc vous savez, en fait, les noms, vous allez apprendre, etc. En fait, ça va activer d'autres zones que vous n'avez pas imaginées. Comme vous allez apprendre à manger des fleurs, par exemple, c'est un exemple, hein, si vous voulez manger des cactus, c'est pas grave. Bon, vous allez être obligé de trouver une recette. Vous n'allez pas manger juste la fleur comme ça. Hein, bon. Alors, en fait, vous pouvez trouver une recette. Vous allez vous rendre compte, par exemple, que justement, on peut même faire des mélanges. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, notre cerveau, si on part du principe qu'on est ce qu'on mange, il faut bien vous rendre compte que les objets rares que mange notre cerveau, il les incorpore. C'est pas que j'ai simplement que du déchet. Donc un exemple concret. Vous êtes en général contre le sucre. Mais il faut quand même vous rappeler que le cerveau ne mange que du sucre. Ça vous fait de la peine, hein? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on se fait quand même suer à manger des trucs complètement différents, et à la fin, il les remet en sucre. C'est pour ça que quand on vous fait une radio cérébrale, ben on vous donne du sucre à manger. Hein. On ne vous donne pas un steak. On attend 3 jours avant que vous l'ayez digéré pour voir ce qui se passe au niveau de votre cerveau. Donc on vous donne du sucre, parce que le sucre, c'est immédiat. C'est pour ça que, par exemple, quand on fait des compétitions avec des sports cérébraux, ben on a souvent du sucre, miel, etc. Mais justement, ça va être le glucose. Parce que le sucre, c'est du saccharose. Il y a du boulot à faire dessus encore. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on est dans une société, maintenant, il ne faut pas trop manger de sucre. Vous savez, pour les enfants, pour les dents, pour les trucs, pour le diabète, etc. Oui, enfin bon, il faut quand même réfléchir. Hein. Parce que sinon, on va se retrouver tous sans sucre. Mais alors là, on n'aura plus de cerveau. Parce que c'est sa denrée principale, il n'y a pas d'autre. Alors, il faut bien vous rendre compte, c'est renseignez-vous un peu avant. C'est pareil. Et puis après, il y a la notion de timing, par exemple, pour votre cerveau. C'est très bien les fruits secs, mais le matin, pas le soir. Parce que les fruits secs, le matin, ils vont au cerveau, le soir, ils vont ailleurs. Et puis ils y restent, hein, quand même. Il faut quand même beaucoup d'efforts. Alors vous avez des gens, quand même, qui vont dans des salles de sport pour enlever les fruits secs qu'ils ont mangés au mauvais moment. Alors il suffirait de les manger à l'autre moment. Hein, et ce qui fait qu'en fait, ils travailleraient de l'autre cerveau, ils travailleraient 2 fois leur cerveau, et ensuite, ça serait moins cher même.
Ils n'iraient pas à la salle de sport. Ben oui, parce qu'ils auraient fait ça à un autre moment. Alors il faut bien vous rendre compte que les denrées rares ne sont pas rares simplement parce qu'elles sont chères. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a une capacité. La capacité de notre cerveau, il faut bien vous rendre compte, quand vous êtes allé à l'étranger, vous avez découvert des mets, par exemple. Hein. Vous vous dites quand même, il y a des gens qui mangent tout le temps ça. Moi, ce que je trouve impressionnant quand on est occidental, c'est le riz. Hein. Le riz. Et nous, en fait, par exemple, si on nous enlève le pain, la bouche, vous voyez? Alors qu'en fait, en Chine, si on enlève le riz, ça leur paraît inconcevable. Et alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si nous, on mangeait du riz tous les jours, vous savez comment on serait bien plus bridé, hein, vous voyez ce que je veux dire? Alors, la différence, c'est quoi? C'est qu'en fait, à un moment, on s'est organisé à hauteur de ça. C'est-à-dire qu'en fait, le fait qu'on soit omnivore, on a des nouvelles modes aussi. Hein. Oui, alors moi j'adore, moi j'ai pas mal d'élèves, on fait faire des trucs au niveau cérébral, etc. Et de temps en temps, j'en ai des végétariens. Ça dure assez peu, hein, quand même. Alors je leur dis tout de suite, alors vous serez végétarien, il n'y a aucun problème, mais vous faites la même chose que tous les autres, on est d'accord? C'est sûr. Et bien ça, en gros, ça dure 15 jours. Parce qu'après, vous savez, être végétalien, végétarien, je sais pas, des graines, etc., c'est très très bien quand on fait rien. Voilà, parce que sinon après, on a énormément de manque tout de suite. Alors on est en train de parler de substituts, alors ça me fait rire toujours, c'est pareil pour le niveau cérébral, c'est-à-dire qu'en fait on s'interdit de manger certains produits et après on cherche des substituts. Alors si c'est soi-disant pour être plus normal et après avoir son flacon de vitamines en capsule, parce qu'évidemment on n'a pas assez de manger les fruits dont on parlait, les fleurs, etc. Évidemment, vous voulez qu'on les trouve où?